La place de la République, à Paris. Tout le monde la connaît. Mais ce qu'on sait moins, c'est que sous les pavés et la statue se cache une histoire complètement folle. C'est l'histoire d'un siècle de chaos, de théâtre et de révolution, qui s'est jouée sur une seule et même scène. Alors pour commencer, partons de ce qu'on voit aujourd'hui, cette immense statue au centre. Elle est là, plantée au milieu, comme un témoin silencieux de toute cette agitation. La grande question, c'est comment cet endroit est-il devenu, le cœur politique de Paris? Il faut la regarder de près, cette statue. On a le bonnet phrygien, le rameau d'olivier, la déclaration des droits de l'homme. Bref, chaque détail est un symbole. Ce n'est pas juste une sculpture, non, c'est l'incarnation d'une idée, celle de la République qui a enfin triomphé. D'ailleurs, elle a été installée là en 1884, justement pour marquer le coup et dire « ça y est, la Troisième République est là pour de bon ». Mais avant d'être cette place un peu solennelle, cet endroit était tout autre chose. Il s'appelait la place du Château d'Eau. Et c'était en fait le cœur vibrant du Paris du spectacle. Allez, on remonte le temps, on va voir ce que c'était que cet endroit à l'époque. Ok, alors il faut s'imaginer l'ambiance. On l'appelait le boulevard du crime. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que tous les soirs, sur scène, ça n'arrêtait pas. On assassinait, on empoisonnait, on étranglait. Pour le plus grand bonheur des spectateurs, évidemment. C'était vraiment l'épicentre du mélodrame, un lieu bouillonnant où tout Paris venait se mélanger, du noble à l'ouvrier. Imaginez un peu la scène, le bruit des bonimenteurs qui hurlent pour attirer les gens, les odeurs de pain d'épices et de pommes, le son des clochettes des marchands partout, la lumière un peu rougeâtre des lanternes. Et d'un coup, le silence. Le boulevard se vide. Tout le monde est entré dans les théâtres. Le spectacle va commencer. Et il faudra attendre l'entracte pour que la vie reprenne dehors. Et sur scène, il y avait une immense star, Frédéric Lemaître. Son grand rôle, c'était Robert Macaire, un bandit au grand cœur. Et ce qui est génial, c'est qu'il a réussi à brouiller complètement les pistes entre le bien et le mal. Son personnage d'assassin devenait un héros comique et tous les soirs, la salle était en délire. Et bien sûr, comme dans tout bon mélo, la vie des acteurs était aussi un vrai spectacle. Le maître, la star, tombe amoureux de la vedette féminine Clarisse Miroir. Chaque soir, il venait la voir jouer et, à son entrée en scène, il laissait tomber sa canne, comme par hasard. Un soir, la canne n'est pas tombée. C'était le début de leur liaison, une histoire d'amour digne des pièces qu'il jouait. Mais voilà, le ton va radicalement changer. Parce que toute cette violence de théâtre, elle va bientôt déborder dans la rue. Pour de vrai. Le rideau tombe sur le divertissement et c'est la révolution qui monte sur scène. Tout bascule très vite. En février 1848, le peuple est en colère, un banquet politique est interdit et ça met le feu aux poudres. Le 23 février, tout dérape. L'armée tire sur la foule, 16 morts. On promène leurs corps sur une charrette dans tout Paris pour montrer ce qu'il s'est passé. Et la ville s'embrase. En moins de 3 jours, des barricades sont montées partout et le roi est forcé d'abdiquer. La monarchie est tombée. Après ça, le spectacle n'est plus seulement sur les planches. La grande mode, ce sont les clubs politiques, où on débat avec une ferveur incroyable. C'est une sorte de nouveau théâtre politique. D'ailleurs, le dramaturge Eugène Labiche en a fait les frais. Il s'est fait presque lyncher pour une blague sur la sueur du peuple dans le club du révolutionnaire Blanqui. L'époque n'était plus à la rigolade. Et ce n'est pas fini. 3 ans plus tard, en décembre 1851, c'est le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. La répression est absolument terrible. Sur ces mêmes boulevards, des soldats ivres tirent dans la foule. Le bilan est effroyable. 215 morts. Des gens fauchés au hasard. L'horreur en quelques instants. Une fois son coup d'État réussi, Louis-Napoléon devient l'empereur Napoléon III. Et il a un grand projet pour Paris. Tout raser pour tout reconstruire. C'est là qu'entre en scène un autre personnage clé de notre histoire, le fameux baron Haussmann. Le plan d'Haussmann, il a plusieurs objectifs. Officiellement, bien sûr, c'est pour moderniser, aérer la ville. Mais en réalité, le but est aussi et surtout politique. Ces grandes avenues bien droites sont beaucoup plus difficiles à bloquer avec des barricades que les petites ruelles du Moyen-Âge. Et elles permettent à l'armée de se déployer en un clin d'œil. Le but, c'est de contrôler la ville et d'empêcher toute future révolte. Et dans cette logique d'ordre, ce boulevard du crime si bouillonnant, avec son esprit un peu rebelle et son mélange social, c'est une cible parfaite. Son agitation permanente, ça inquiète le pouvoir. Le verdict tombe, sans appel. Il sera détruit, rasé. Mais l'esprit du boulevard du crime, il est tenace. Les grands théâtres sont déracinés, oui, mais ils ne disparaissent pas. Ils déménagent simplement ailleurs dans Paris. Le théâtre historique, par exemple, devient le Châtelet. La culture populaire est dispersée aux 4 coins de la ville, mais elle survit aux démolisseurs. Et là, on arrive à une ironie assez incroyable de l'histoire. On a rasé le boulevard du crime pour en finir avec sa violence de théâtre, mais à la place, juste à côté, un autre type de crime, cette fois bien réel et bien plus inquiétant, va apparaître. On les appelle les Apaches. Ce sont des gangs de jeunes voyous qui sèment la terreur dans Paris. Et pourquoi ce nom ?
parce que la presse de l'époque les voit comme des sauvages, des barbares, qui rejettent le nouvel ordre social, le progrès industriel, qui au fond les a laissés sur le carreau. Et ce monde des Apaches, il a sa propre légende, un vrai mélodrame qui a passionné tout Paris. Au centre de l'histoire, il y a une jeune femme, Amélie Elie, surnommée Casque d'Or à cause de ses cheveux blonds. Et pour elle, deux chefs de gang rivaux vont s'affronter, Manda et Leka. L'histoire est digne d'une tragédie grecque. Casque d'Or quitte Manda pour son rival, Leka. La trahison, ça déclenche une guerre des gangs. Manda tire sur Leka, qui survit. Il le poignarde quelques jours plus tard. Finalement, la police met fin à ce drame. Manda et Leka, les deux amants rivaux, sont arrêtés et envoyés au bagne. Ils n'en reviendront jamais. Leur histoire a fait la une de tous les journaux. Et pendant que ces drames se jouaient dans les rues, la scène principale, la place elle-même, se préparait pour son dernier acte. Après tant d'histoires, fictives et réelles, la boucle est sur le point d'être bouclée. Les dates ici sont clés. En 1879, la République réussit enfin à s'imposer. Et, hop, on rebaptise la place de la République. C'est un geste politique fort. 5 ans plus tard, en 1884, on installe la statue en son centre. Et voilà, l'identité du lieu est scellée pour de bon. L'ancien carrefour du spectacle est devenu le symbole de l'État. Mais attention, il ne faut pas croire que cette République s'est installée facilement. Cette citation d'Adolphe Thiers, un des fondateurs de la Troisième République, le montre bien. Elle est née de la défaite militaire, de l'écrasement sanglant de la Commune, elle a été votée à une seule voix près. C'est un compromis fragile, une victoire arrachée de haute lutte après des décennies de chaos. Et au fond, c'est l'image parfaite de cette place. Une scène qui a absolument tout vu. Des acteurs qui jouent des crimes, des révolutionnaires qui changent d'histoire, des gangsters qui vivent leur propre drame. La place reste ce carrefour, ce théâtre permanent de la vie parisienne. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, après les comédiens, les insurgés et les Apaches, quel sera le prochain acte ?